Bonjour, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Windows, Microsoft et Xbox. Pour cet épisode 226, j'ai avec moi Richard. Salut Richard. Salut. T'as pas trouvé Florian avec toi? T'as pas pu nous le ramener? Non, je suis désolé, je sais pas où il est peut-être toujours dans son bain. Peut-être. Il faut faire gaffe à ce qu'il coupe l'eau pour pas que ça déborde. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Ce soir, Richard, on n'a pas beaucoup de news Windows, je crois. Oui, bah c'est avec la build qui a eu lieu il y a 15 jours, il se calme un petit peu, quoi. C'est assez logique, oui. Par contre, on a pas mal de news Microsoft de manière plus générale. Hein. Oui, absolument. Et puis, tu m'as même trouvé une petite news Xbox qui est plutôt sympathique. Donc, on garde ça pour la fin. Qui est toute fraîche. Qui est toute fraîche, ouais. Sortie de ce soir, cet après-midi. Oui, cet après-midi, oui. Allez, c'est parti. Première partie, on va parler Microsoft. Alors pour ce premier outil, c'est un outil que vous connaissez sûrement, c'est le navigateur Edge. Alors Edge voit arriver une nouvelle fonctionnalité que je trouve assez sympathique, qui va vous permettre de partager des fichiers ou des notes entre vos différents appareils sur votre navigateur. Et c'est la fonction qui s'appelle Drop. Alors vous allez pouvoir l'activer uniquement dans la version 104 minimum de Edge. Donc là pour l'instant c'est les versions Canary qui sont en version 104. Donc vous allez dans les paramètres d'apparence et vous activez Drop. Et vous allez pouvoir partager donc du texte ou des fichiers de manière très simple. Tu l'as activé toi de ton côté pour le tester ? J'ai désinstallé la version Canary maintenant, donc je suis à la version officielle qui est toujours en 102 là pour l'instant. Ouais. Ok, ben moi je l'ai testé, donc ça marche très bien. Entre mon PC de bureau, ma Surface. Bon, après ça marche avec OneDrive, donc que je le mette dans Edge ou que je le mette dans mon Drive, finalement c'est un peu pareil. Mais j'imagine tu as un PC de boulot et puis un PC perso, tu as juste à synchroniser ton navigateur et pas tout le PC pour partager un fichier, ça peut être pratique dans ce cas-là. Oui, et puis c'est plus rapide d'utiliser son navigateur, parce que le navigateur on l'a pratiquement toujours ouvert, donc c'est plus intuitif que d'aller chercher dans OneDrive, etc., quoi. Ouais, mais quand tu as ton Drive qui est synchronisé sur la machine... Oui, c'est toujours possible. Mais c'est encore plus rapide. Ouais. Mais bon, voilà, c'est une fonctionnalité qui arrive. J'espère qu'elle sera conservée, parce qu'elle m'a l'air quand même fort intéressante, donc... ce qui est intéressant, c'est qu'ils essayent de se démarquer comme ça avec ils ont le même moteur que Chrome au niveau JavaScript, mais ils essayent de se démarquer comme ça avec des nouvelles fonctionnalités à l'intérieur de Edge, et je trouve que ça fait du bien, quoi. Mais c'est clair. Ben, je pense que c'est pas non plus pour rien que Edge a quand même pas mal augmenté en pourcentage de part de marché. Là, ils sont autour des 10%, donc c'est pas énorme comparé à la concurrence, enfin, surtout à Chrome. Mais c'est quand même pas mal. Et s'ils continuent à innover comme ça, je pense qu'il n'y a pas de raison pour que ça en reste à 10%. Ouais. Allez, donc on va quand même laisser Edge continuer à innover de son côté, et tu vas nous parler, je crois, de l'arrivée prochaine, de la prochaine version de Windows 11. Oui, donc il y a la version 22H2, c'est joli comme nom, donc c'est le gros update de Windows 11 qui va arriver. Alors il est déjà disponible je crois que c'est pour les entreprises qui sont déjà en insider, ils peuvent déjà l'installer, donc mais d'ici septembre il va y avoir un déploiement un petit peu plus massif. Donc on arrive enfin à cette grosse nouveauté de Windows 11. Je vais peut-être rappeler un petit peu qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur. Oui, vas-y. Donc la première chose, ça va être le menu démarrer qui va évoluer avec surtout cette possibilité de créer des dossiers et de regrouper un certain nombre d'icônes à l'intérieur de ces dossiers. Un petit peu comme on avait avec les Lifetile, enfin les tuiles en tout cas, elles étaient pas dynamiques. Ouais.
Donc bon, ça permettra d'avoir plus de choses à l'intérieur de son menu démarrer, de mieux s'organiser, quoi, si l'on veut. Ensuite, on a la barre de tâches qui était pour l'instant juste une barre de tâches, j'allais dire statique entre guillemets, où maintenant on va avoir la possibilité de faire des glisser-déposer sur cette barre de tâches. Alors ça, c'est une récupération de fonctionnalités qui existait auparavant. Voilà, c'est ça, oui. Ensuite, on a concernant le gestionnaire de tâches qui évolue. Bon, c'est pas Madame Michu qui utilise ça tous les jours, mais bon, avec la nouvelle interface, il sera compatible avec la nouvelle interface de Windows 11. Donc, c'est un petit outil qui évolue de façon assez plaisante. Mm-hmm. On a la connexion au Bluetooth. Vous savez que pour connecter au Wi-Fi, ça se fait en 2 clics. On affiche la barre, le centre de notification, et puis on a juste un clic pour aller choisir son réseau Wi-Fi. On va avoir la même chose pour le Bluetooth. On va pouvoir cliquer uniquement sur un petit bouton pour pouvoir accéder rapidement à l'ensemble de ces appareils Bluetooth. Ah, enfin, parce que c'était long. Fallait passer dans je sais plus combien de menus et de sous-menus. C'était long. Ouais. Ensuite, on a concernant l'ancrage des fenêtres qui va évoluer. Donc avec alors surtout c'est surtout intéressant pour les appareils tactiles où maintenant quand on va déplacer sa fenêtre vers le haut, on aura les différentes options d'ancrage qui vont apparaître. Donc on verra où on peut mettre directement, on n'aura plus besoin d'aller uniquement sur le petit bouton en haut à droite de la fenêtre, directement en haut, quoi. On a des gestuels également supplémentaires qui permettront de faire apparaître le menu démarrer, de faire apparaître le centre de notification, etc. qui seront plus, qui reviennent à ce qu'il y avait un petit peu dans Windows 8 d'ailleurs. C'est ça. Qui réapparaissent. Ensuite, la possibilité de sous-titrage des vidéos. Donc qui seront intégrés directement dans l'OS et pas uniquement dans les applications. Ouais. Et puis voilà, en gros, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce qu'il y avait dans ces nouveautés. Bon, c'est pas des nouveautés qui sont époustouflantes, mais il y a plein de petites choses qui peuvent régulièrement faire gagner du temps dans l'utilisation de tous les jours de sa machine. Oui, et puis je pense qu'il y a énormément de choses qui sont dans les couches basses de l'OS. Tu veux dire stabilisation, optimisation. Voilà, ouais, qui feront que ce sera quand même... moi je sais que par exemple pour ma femme, son PC, je l'ai toujours laissé sur Windows 10 et j'attends que ce 22H2 arrive pour la faire passer sur Windows 11. D'accord. Je pense que je suis pas le seul. Quand on voit la part de marché de Windows 11... Oui, et alors il y a beaucoup de gamers qui attendent de passer, qui attendent sur Windows 10 avant de passer sur Windows 11 pour des soucis de performance. Alors effectivement, peut-être que comme toi, ils seront satisfaits de ce qui est proposé maintenant. Mmh. Voilà. Bon. Moi je te propose de continuer. Alors au moment où on a rédigé nos notes, c'était encore une fuite. C'est Microsoft qui devait lancer le Surface Laptop Go 2. Donc c'est un ordinateur portable de la gamme Surface qui n'est pas tactile. Donc c'est la version plutôt entrée de gamme de la gamme Surface. Ben non, en fait Microsoft a communiqué aujourd'hui. Je sais pas toi Richard, mais moi j'ai reçu un mail qui me vantait ce nouvel appareil. Non, j'ai rien reçu moi. Ah, tu l'as pas reçu, d'accord. Non, moi je l'ai reçu. Donc nouvel appareil, Surface Laptop Go 2 à partir de 669 €. Donc là vous avez le clavier, forcément c'est un laptop, le clavier, l'écran, je rappelle non tactile. Par contre c'est une version avec un Core i5 qui a 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Et si vous passez sur la configuration la plus grosse, donc avec 8 Go de stockage et 256 Go de SSD, vous montez à 869 €. Je trouve que ça reste un petit peu cher quand même.
On est vraiment, en fait, moi, la haute version du Surface Laptop Go 2, pour moi, c'est le minimum de ce que doit avoir un ordinateur actuellement. Absolument, ouais. Voilà. On approche quand même, ouais. Donc les 800 €, ça fait... 869. Ouais. Il aurait été autour de 700, 750, j'aurais dit, ouais, sur cette version-là, ouais, c'est bien. Après, c'est la gamme Surface, donc potentiellement, c'est quand même de la qualité. Moi, je vois que ma Surface Pro 3 de 2015 a encore fait une journée de boulot complète aujourd'hui, quasiment sans brancher. Voilà, donc ça a quand même du potentiel. C'est un appareil donc, qui fait 12,4 pouces de diagonale d'écran et qui a, pareil que les Surface Pro, un ratio de 3,5. Par contre, on a du 1080p en hauteur et on a donc du 1500 et quelques, vous faites le calcul à 3,5 en horizontal. D'accord, on n'a pas du Full HD. Ouais. Voilà, donc ça c'est peut-être un petit problème. On a une connectique qui est, alors je trouve un peu limitée. On a un USB-A et un USB-C. Moi je trouve que sur ce genre de machine, pour un laptop, il faudrait au moins un lecteur de carte SD. Enfin, à mon sens, il manque ça, le lecteur de carte SD, qui pourrait permettre un stockage supplémentaire sur plutôt du long terme. Oui, il n'y a que deux prises USB. Oui, une USB-A, une USB-C, et tu as le port Surface Connect. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que moi, sur la version haut de gamme, la Surface Book 3, là, j'ai que 2 prises USB-C, et c'est vrai que c'est limite, quoi. Oui, mais le Book, c'est encore différent. Le Book, tu es quand même sur un appareil hybride qui peut être tablette, qui peut être laptop. Alors, on aurait pu imaginer qu'il y ait de la connectique au niveau du clavier, en plus. Oui. Ça aurait pu être bien que tu aies et de la connectique sur l'écran, enfin sur la partie tablette et de la connectique sur la partie clavier. Bon. Là, sur ce laptop Go 2, ben non, vous n'avez que ces 2 ports. Alors, j'imagine que pour l'essentiel des gens, ça va être suffisant. Il y a quand même de plus en plus maintenant d'appareils connectés en Bluetooth. En plus, si maintenant on peut facilement connecter ces appareils en Bluetooth, ça va être quand même plus facile. Cet appareil sera fourni avec Windows 11 de manière native. Et ils annoncent une autonomie qui va jusqu'à 13h30 pour visionner les films. Bon, je sais pas ce que ça fait en version boulot, mais ça doit commencer à être quand même pas mal. Donc c'est pas un appareil qui est destiné pour les gamers. Voilà. Je pense clairement que pour un étudiant qui a un peu de moyens ou pour un professionnel qui a peut-être pas trop de moyens, ça peut être un bon compromis. Mais je me dis, n'y a-t-il pas d'autres appareils, d'autres concurrents qui proposent quelque chose d'aussi performant pour peut-être moins cher? Je pense à Dell et à sa gamme XPS. Je me dis, on a peut-être au niveau affichage déjà chez Dell, je pense que pour 900 €, on a au moins aussi bien. Oui, Dell a annoncé aussi récemment là, une nouvelle version de ses PC qui a rafraîchi, je crois. Je sais plus ce qu'il y avait, mais au niveau gamme de prix, il se positionne légèrement en dessous, quoi. Ouais. C'est ça. Après, ils ont quand même une plutôt bonne réputation. Je vais avoir du mal. Je disais, les PC Dell ont plutôt une bonne réputation. Même si je crois le XPS 15 avait eu quelques soucis de gonflement par endroit. Mais c'était déjà il y a un moment. Donc je pense qu'ils ont dû corriger ce problème-là. Voilà. Donc ce Surface Laptop Go 2, je pense que ça doit pas être une mauvaise machine, mais c'est pas non plus une grosse machine. Donc à voir pour qui en a réellement besoin. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi, je suis pas concerné par ce genre de produit, donc c'est un peu difficile pour moi de te projeter. Prononcer, ouais, ok. Bon, si jamais vous le testez et si jamais vous en faites l'acquisition, moi je veux bien des retours pour savoir ce que ça vaut. Non, moi ce que j'aimerais bien, c'est ce genre de PC, avoir la possibilité de mettre une carte SIM à l'intérieur et de pouvoir me connecter au réseau 4G ou 5G pour avoir véritablement un PC nomade. Donc, oui. Mais je ne crois pas que il n'y ait pas de version prévue avec ça. Pas pour l'instant. Alors il fait du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.1. Il ne pèse que 1120 grammes. Donc c'est vraiment pas lourd. Hein. Je pense que c'est hyper nomade, comme tu dis. Et effectivement, et il n'a même pas d'option de eSIM. Ouais. Mais avec les PC ARM qui vont arriver, ça simplifiera les choses.
Ah ben je pense que les PC ARM, eux, la eSIM, ils l'auront facilement. Nativement. Peut-être, oui, nativement. J'osais pas le dire, mais bon, on verra. Allez, je te propose de refermer ce Surface Laptop Go 2 et puis de passer à des applications pour justement les PC ARM. Oui, donc on a, il y a eu deux petites annonces. C'est pas les annonces du siècle, mais il y a l'application Spotify qui maintenant a une nouvelle version qui sera native ARM, donc qui montre que véritablement Microsoft travaille sur ses futurs PC ARM et arrive à convaincre les éditeurs de migrer et de développer leurs applications pour ces puces. Ouais. Et puis on a dans le même esprit, on a les Power Toys, vous savez, ces petits outils qui sont développés par Microsoft, qui permettent de faire une gestion des fenêtres, il y a tout un tas de choses qui sont assez intéressantes avec les Power Toys et qui en version 0.59 depuis hier sont natifs ARM. Ouais, moi je l'ai installé que ce matin, mais peu importe. Oui, les PowerToys, on vous en avait déjà parlé, ça vous permet de pouvoir renommer par lot, de pouvoir redimensionner des images par lot, de pouvoir compresser, de pouvoir récupérer des couleurs. Vous avez une pipette qui peut vous donner le code couleur de n'importe quel point pixel de votre machine. Voilà, donc il y a plein de choses. Vous pouvez reconfigurer vos touches de clavier, vous pouvez mettre en lumière certaines zones, par exemple le double contrôle, ça vous fait un spot qui suit votre souris. Vous pouvez montrer un clic droit, un clic jaune de couleurs différentes quand vous faites des captures de vidéo de votre écran. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont hyper pratiques avec ces outils. Et donc comme tu disais Richard, qui arrive pour les PC en ARM de manière native. Ce qui est pas mal. Et je te propose, Richard, de nous parler d'un truc qui va être vraiment très corporate, très entreprise cette fois-ci. Donc on va peut-être pas faire trop long, c'est Microsoft Entra. Ça nous permet d'entrer dans quoi ? Alors Microsoft Entra, oui, d'où son nom d'ailleurs, Entra. Oui, c'était facile. Oui, l'idée c'est d'avoir un outil centralisé qui permet de gérer l'identification et les autorisations aux différentes ressources qui sont présentes dans une entreprise. Donc on sait qu'il peut y avoir de façon bête et méchante des dossiers, des applications, des droits sur des applications, des accès par exemple à une salle de réunion ou ce genre de choses. Donc il y a tout un tas comme ça d'autorisations qui sont à gérer et qui peuvent être aussi bien dans les applications de l'entreprise, mais hébergées également dans le cloud. Et alors là, on parle du cloud de façon globale, c'est-à-dire c'est pas seulement Azure, ça peut être également sur AWS ou sur Google Cloud, donc sur ces trois services de cloud. Et donc on a un outil centralisé qui va permettre de gérer tout ça de façon transparente pour vous et de façon assez fluide, d'avoir un gros tableau de bord qui vous permet de gérer tout ça, donc qui sera basé sur Azure Active Directory avec une gestion des permissions et puis la vérification de l'ID qui sera aussi centralisée, et tout ça ouvert, connecté avec les différents clouds et les différentes solutions de vérification. Donc et puis ça permettra aussi pour les entreprises de détecter s'il y a des autorisations qui sont très peu utilisées ou des autorisations qui sont utilisées de façon intensive et de façon un petit peu bizarre. Donc tout ça c'est centralisé, donc c'est l'offre Microsoft Entra. Donc voilà, c'est vraiment pour les entreprises qui ont tout un tas de systèmes à gérer au niveau autorisation. C'est pas pour monsieur et madame tout le monde qui vont gérer leur compte Microsoft 365 avec leur compte Office. Non, ça, pas la peine. Non, mais par contre, quand ils vont au boulot, peut-être que leur entreprise utilisera ça, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises, moi j'en connais une en particulier, où ils ont été, pour gérer ça, ils ont été obligés de développer leur propre application. Donc ça permet d'offrir une alternative. Après c'est aussi payant, je crois que chaque compte qui est managé par ça, il y a un coût mensuel de gestion.
Voilà. Bon, fermons la porte et passons cette fois-ci à quelque chose d'excellent. Non, quel mauvais jeu de mots. Richard, tu as repéré que la partie, le plugin, enfin l'outil intégré à Excel qui permettait de gérer votre budget, monnaie pour Excel, allait disparaître. Alors je crois l'année prochaine. Oui, il y a quelques années, on avait des outils qui permettaient de gérer son porte-monnaie qui était grand public. Il y avait, je ne sais plus comment il s'appelle, le grand concurrent. Enfin, bon, bref, il y a Money qui est apparu à ce moment-là, qui se vendait en boîte. On pouvait acheter en boîte. Oui. Et puis petit à petit, il a fini par disparaître. Et puis ils avaient remplacé ça par un plugin à l'intérieur d'Excel qui permettait de gérer ses comptes. Et ils ont annoncé officiellement que ça allait disparaître. Bon, je pense qu'on doit toucher 5 personnes dans le monde. Je sais pas. Peut-être un petit peu plus, mais sûrement pas assez pour que Microsoft continue à maintenir l'outil. Après, c'est un outil qui permettait de se connecter à vos comptes bancaires. Oui. C'est pas juste le tableur qui te permet de faire ton budget mensuel, annuel, que sais-je. C'est vraiment l'outil un petit peu. Alors il y avait Bankin, je crois, qui propose ça. C'est une application où tu peux aussi connecter ton compte. Voilà. Mais maintenant, les banques proposent quand même souvent des outils intégrés à l'application native de la banque ou supplémentaires qu'on peut télécharger souvent gratuitement. Donc est-ce que c'est réellement utile d'avoir Excel et Money qui fait ce genre d'outil ? Oui, on peut faire des extractions dans les outils bancaires et puis après, si on veut s'amuser avec son Excel, on peut le faire. Mais bon, c'est vrai que ça suffit, quoi. Voilà, a priori, cette version de Money pour Excel proposait automatiquement plein de graphes à partir des données qui étaient extraites des comptes. Après, je me demande aussi s'il n'y a pas peut-être les banques qui ont été un peu frileuses à laisser transiter les données vers chez Microsoft. Peut-être, c'est une hypothèse. Je me dis, est-ce que ils n'ont pas préféré fermer les vannes des données en cas de fuite, en cas de problème de sécurisation des comptes ? Ouais, je sais, à mon avis, c'est surtout que par rapport aux ennuis que ça peut apporter, par rapport à ce que ça peut rapporter pour Microsoft, je pense que c'est pour ça qu'ils ont préféré... Ah oui, le bénéfice-risque qui est trop élevé. Oui, absolument. Ok, allez, cette fois-ci, on va continuer à parler de risques et de départ, de fermeture. C'est Monsieur Kipman qui va quitter le navire Microsoft. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas de qui est Alex Kipman, c'était le monsieur qui était en charge de la branche réalité mixte et notamment des HoloLens. C'est lui qui avait fait la première démo des HoloLens à la Build, si je dis pas de bêtises, et qui était hyper hypé, qui était un petit peu... J'avais du mal avec la présentation de ce monsieur. Il me mettait mal à l'aise, mais il était un peu énervé pour moi. Bon. Ça faisait 21 ans qu'il était chez Microsoft et il a réussi à récupérer 25 plaintes contre lui. Il semblerait qu'il soit temps pour lui de quitter la boîte. Donc tu me disais que c'était Scott Guthrie qui lui avait demandé de prendre la porte ? C'est-à-dire qu'il y a eu un article là, il y a une quinzaine de jours qui était assez méchant entre guillemets contre lui et il s'est entretenu avec Scott Guthrie il y a pas très longtemps. Scott Guthrie a envoyé un mail à l'ensemble des gens concernés chez Microsoft en annonçant que il était temps pour lui d'aller voir autre part si le ciel était meilleur. Et donc il a annoncé également une réorganisation de tout ce qui était VR, enfin réalité mixte à l'intérieur de Microsoft, avec clairement la partie militaire qui utiliserait les HoloLens, et une deuxième partie qui serait rapatriée chez Panos Panay, où tout ce qui est réalité mixte pour tout ce qu'on appelle le méta, si on peut dire, serait à sa charge, et notamment avec l'intégration de la réalité virtuelle à l'intérieur de Teams. Je pense qu'ils travaillent énormément là-dessus. Pour eux, le métaverse, c'est à l'intérieur de Teams, quoi. D'accord, ok. Bon, écoute, on verra bien ce que ça donne. Après, Panos Panay fait généralement des bons produits, donc il n'y a pas de raison. Il a du boulot, là. Ouais, il a du boulot, c'est clair. Après, donc, Alex Kipman, c'était pour des histoires... des problèmes d'ordre, on va dire, sexuel.
On va s'en rentrer dans les détails. Et c'est peut-être aussi en lien, Microsoft a ouvert la porte à la syndicalisation de ses employés, notamment dans l'univers du jeu vidéo. Hein. Alors aux États-Unis, c'est vrai que les syndicats au niveau de ce monde du travail ne sont pas quasiment existants. Et peut-être que Microsoft a été un petit peu proactif là-dessus. En sentant venir peut-être un changement au niveau législatif, ils ont pas fait la promotion de la mise en place de syndicats, non, ils n'en sont pas là, mais ils ont dit qu'il n'y aurait pas de problème, qu'ils pouvaient discuter avec des représentants du personnel ou avec les personnels en voie directe, mais que toutes les formes de discussion étaient possibles dans l'entreprise. Ma foi, s'ils le gèrent honnêtement, c'est très bien. Ça ne peut qu'apporter que du mieux. Et il y a pas mal de groupes et de studios qui ont félicité cette annonce. Alors, comme je disais, surtout dans le jeu vidéo. D'accord. Voilà. Et c'est vrai qu'on a su, chez Blizzard, Blizzard, Activision, tout ça, il y a eu des problèmes aussi. Et justement, je pense qu'ils souhaitaient pouvoir se syndiquer, se mettre en groupe pour pouvoir lutter contre les problèmes qu'ils avaient subis. Et donc, c'est pour ça que cette annonce, je pense, est plutôt bien perçue au niveau des employés. Ouais, tout ça va dans le bon sens, quoi. Bah, je pense, oui. Mais bon, après, c'est pas la première fois que j'ai l'impression que c'est pas la première fois que Microsoft sent le vent tourner au niveau politique et prend les devants. Après, eux, ils en tirent un bénéfice de communication. Les gens, finalement, en tirent un bénéfice aussi. Donc, c'est gagnant-gagnant. Je vais pas cracher dessus. Hein, mais bon, après, est-ce qu'ils le font volontairement ou est-ce que c'est un jeu de positionnement? Bon, voilà, on peut se poser la question. Mais c'est peut-être moi qui tire les cheveux un peu loin. C'est pas comme leurs voisins à Seattle, Amazon, ou côté syndical, c'est pas vraiment ça, quoi. Je suis pas sûr que ce soit la même chose. Non, tu as raison. Bon, allez, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus léger, Richard. Ce sont les arrivées de jeux sur Xbox au mois de juin. Alors, aujourd'hui, on est déjà le 9 juin. Hein. Le temps est déjà un petit peu passé. Donc, ce que je vais vous dire, il y a beaucoup de jeux qui sont déjà arrivés. Vous avez For Honor Marching Fire Edition, qui est disponible sur toutes les plateformes, dans le Game Pass, évidemment. Donc, PC, Xbox et Cloud. Il y a Ninja Gaiden Master Collection, sur PC, Xbox seulement. Assassin's Creed Origins qui arrive, donc le jeu de Ubisoft, donc qui arrive sur PC, Xbox et Cloud. Chorus, un jeu que je ne connais pas. Disc Room également, qui arrivent tous les deux sur les trois plateformes. Et le dernier, c'est Space Lines from the Far Out, qui arrive sur PC et Xbox. Bon, c'est pas... Il y a deux jeux quand même qui se détachent là-dessus. C'est For Honor et Assassin's Creed, qui sont quand même deux gros jeux qui rejoignent le Game Pass, donc encore une bonne chose là-dessus. Et je crois qu'il y a une dernière nouvelle, Richard, que tu as vue cet après-midi. Oui, tu nous en parles un petit peu ? Oui, il y a eu des annonces justement de la part de Xbox. La première annonce, on en avait parlé, il y a pas l'épisode précédent, mais celui d'avant. Ouais, je crois. De l'histoire de mettre une petite clé USB sur, une petite clé HDMI, pardon, sur son téléviseur. Et puis on avait dit même, si ça se trouve, les télés intelligentes intégreront directement Xbox Cloud. Et il y a eu l'annonce officielle qui a été faite, comme quoi, je veux pas dire qu'on a été visionnaire, mais presque. Non, c'est juste qu'on a eu les bonnes sources. Voilà. Donc il y a eu l'annonce comme quoi Samsung, qui est partenaire de Microsoft de façon de plus en plus intensive, qui annonce donc à l'intérieur de ses Smart TV, dès le 30 juin, donc il va falloir attendre encore 21 jours, l'arrivée de Xbox Cloud, donc qui permettra de jouer nativement avec sa télé sans rien installer à tous les jeux qui sont sur le Xbox Cloud. Donc c'est assez intéressant. Ouais, mais c'est pas tout. Oui, c'est pas tout. Après, il y a le Xbox Cloud Gaming qui arrive dans dans de nombreux pays. Oui. Nous, on était déjà concernés, donc de façon égoïste, on va dire, on s'en fout un peu. Voilà, totalement, c'est ce que je pensais dire.
Ensuite, on a des améliorations avec Edge et Windows 11 où on aura une meilleure intégration du gaming à l'intérieur avec notamment un nouveau panneau qui va permettre de gérer les jeux Xbox Cloud, de pouvoir jouer en mode fenêtré à ces jeux, pas uniquement en mode plein écran, avec une meilleure gestion du HDR, ce genre de choses. Et puis la possibilité de jouer à ces jeux Xbox dans le cloud, des jeux qu'on a déjà achetés. Donc imaginons que... Et qui ne sont pas sur xCloud. Et qui sont pas sur xCloud. Imaginons que j'ai un jeu, je sais pas moi, pas Assassin's Creed d'origine, mais un autre qui n'est pas sur le Xbox Cloud, mais que j'ai acheté. Et donc il y aura la possibilité pour certains jeux, pas pour tous les jeux, de pouvoir y jouer sur le cloud. Donc, ça c'est assez génial. Ouais. Alors après, il va falloir voir quels sont les jeux qui seront compatibles. Je pense qu'au début, il ne va pas y en avoir une tripotée, mais petit à petit, il va y avoir de plus en plus de jeux comme ça qu'on va pouvoir récupérer et pouvoir jouer sur le cloud, quoi. Ben, j'imagine qu'il va y avoir un tag sûrement sur les jeux ou une sorte de logo qui dit jeu compatible Xbox Cloud. Ouais. Tu l'achètes à un endroit, enfin tu l'achètes, et puis ensuite tu peux le jouer n'importe où. Ouais. Ça, c'est vraiment le truc, moi, que j'attends. Je trouve que c'est vraiment l'avenir, je pense, du jeu, parce que où que tu sois, tu peux continuer à jouer à ton jeu, à la maison, à la rigueur au boulot, entre midi et 2. Et même sur ton Mac. Si tu en as un, tout à fait. Voilà. Encore eût-il fallu avoir un Mac. Ouais. Mais voilà. Bon, mais moi, je trouve que ce sont des bonnes annonces, là, qui arrivent. Maintenant, il faut avoir la fibre pour jouer à ça. Oui. Donc, on va attendre. Bon, mais Richard, je crois qu'on a fait le tour de ces news d'aujourd'hui. Oui. On a été rapide. On a été rapide. Bon, bah écoute, comme a été l'actualité de Microsoft, elle n'a pas été non plus complètement folle, mais il y avait un petit peu de contenu, donc on espère que ça a pu vous intéresser. Je pense qu'on fera on sera le 9, si on rajoute 2 semaines, ça fera le 23. Ouais, ça sera peut-être notre avant-dernier épisode dans 15 jours. Mm-hmm. Voilà, j'espère qu'on aura un petit peu d'actu pour échanger, Richard. Bon, on verra bien. Il n'y a pas de raison. Ouais. Allez, bah écoute Richard, bonne fin de soirée ou bonne fin de journée à toutes et à tous. Et puis à la prochaine. À la prochaine, salut. Ciao.